Voilà, donc quelques images pour planter le décor. Et tout de suite, eh bien, pour démarrer cette matinée, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Jobert. Il est adjoint chef du pôle ambition du secrétariat général à la planification écologique. Merci de l'applaudir. Bien, bonjour à tous, merci de vous accueillir. J'ai la difficile tâche de représenter mon chef Antoine Peillon, qui malheureusement est pris ce matin, pour vous parler un peu du travail qu'on fait au secrétariat général à la planification écologique. Donc qu'est-ce que c'est que la planification écologique? Pourquoi créer un nouveau machin autour de la transition environnementale dans un monde public déjà riche et complexe? Je vais résumer ça en quelques minutes, peut-être autour d'un thème et d'une idée qui est celle de se dire la vérité. Au fond, c'est un peu le travail qu'on fait au quotidien. Construire une vérité collective entre ministères, déjà, commencer par là, entre ces opérateurs, entre les collectivités, les parlementaires, l'État, entre idéalement les ONG, les entreprises, le monde des citoyens, arriver à parler d'une seule voix, comprendre et se mettre d'accord sur le problème à résoudre et sur les solutions qui sont en face de nous ou les leviers à activer. Se dire la vérité sur 3 sujets. D'abord la cible, les objectifs. Deuxièmement les moyens. Et troisièmement les limites qui sont les nôtres. Rapidement sur la cible, parce que je pense que c'est le sujet sur lequel il y a globalement le plus de consensus. À commencer par la question du climat. Plus personne aujourd'hui ne remet en question l'objectif ou la nécessité de nous décarboner et d'atteindre la neutralité carbone. Et j'en veux par exemple les fiches de décarbonation, les feuilles de route qui ont été faites par l'ensemble des secteurs, à commencer par le secteur de la chimie, et qui tracent cette route-là. Voilà, il n'y a plus de remise en question de ces objectifs. Et ces feuilles de route mettent en transparence l'ensemble des leviers à tirer, que ce soit l'efficacité énergétique, la substitution de nos énergies, l'électrification, les changements de procédés, les CCS. Voilà, tous les leviers sont posés sur la table. Et l'objectif, il est tracé. L'industrie, d'ailleurs, a un rôle essentiel à jouer dans l'atteinte de la baisse de nos gaz à effet de serre d'ici à 2030, à une marche qui est très forte, relativement plus forte. L'industrie surcontribue par rapport à d'autres secteurs, parce qu'effectivement, l'industrie est un secteur émetteur, mais aussi parce que l'industrie va tirer tous les leviers que j'ai évoqués et se fixer une feuille de route ambitieuse. Là où c'est plus complexe sur les objectifs, c'est 2 choses. D'une part, les apprécier dans l'espace, dans toute leur complexité géographique, et reconnaître typiquement que baisser nos émissions chez nous pour en importer ou en réimporter ou les augmenter ailleurs, ça n'a aucun sens. Et donc considérer qu'on est dans un système qui est ouvert, qui est complexe, qu'un secteur peut être émetteur, certes, mais il peut aussi contribuer, et je crois que la vidéo qu'on vient de regarder l'a montré, à décarboner d'autres secteurs et à battre d'autres émissions, et sans chimie, par exemple, pas de batterie, sans chimie, pas d'engrais décarbonés, etc. Et donc il faut qu'on évite les raccourcis méthodologiques ou les raccourcis comptables. Là où c'est difficile dernièrement sur les objectifs, et c'est sans doute la principale difficulté qui est la nôtre sur ce point-là, c'est le fait que la transition écologique, ce n'est pas que le carbone. C'est aussi la gestion de nos ressources naturelles, c'est aussi la protection et la restauration de la biodiversité et puis la santé de nos concitoyens. Et la difficulté qu'on fait face, c'est qu'on n'a pas cette comptabilité universelle, cette unité universelle qui est la tonne de CO2 équivalent, que tout le monde comprend, que nos enfants parfois comprennent mieux que nous. On n'a pas la même chose, un peu moins dans la question des ressources et alors pas du tout dans la question de la biodiversité. Et là, si personne va remettre en cause l'objectif de biodiversité, personne n'est contre la biodiversité, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver à le traduire en objectif quantitatif, en trajectoire chiffrée, en feuille de route, comme on a pu le faire sur le climat. Donc un des rôles de la planif écologique, c'est aussi de se dire la vérité là aussi sur qu'est-ce que c'est que protéger le vivant, qu'est-ce que c'est qu'une transition environnementale complexe. Deuxièmement, sur les moyens, se dire la vérité sur les moyens, c'est en gros éviter la pensée magique, c'est éviter l'incantation. Une fois qu'on a tracé l'objectif, il faut arriver à poser sur la table la manière d'y parvenir pour sécuriser cet objectif. Nous, d'ailleurs, on apprécie, on vit dans une schizophrénie permanente. On a à la fois un objectif qui est chiffré en 2030 et en interne, une mesure de la part de cet objectif qui est aujourd'hui considéré comme sécurisé au vu des politiques publiques, vu de l'État aujourd'hui et demain des collectivités qui sont mises en œuvre. Et ce chiffre, il varie, il n'est jamais égal à 100, il est plus ou moins proche de 100. Et donc on vit dans cette schizophrénie permanente, on dit voilà l'objectif et on le maintient. Et néanmoins, on reconnaît qu'il faut continuer à travailler pour le sécuriser. Ces moyens, ils sont financés, bien sûr, avec tous les mécanismes de soutien qui sont mis en place à travers France 2030, les différents appels d'offres, toute la question autour du prix de l'électricité, assurer qu'on ait une électricité décarbonée qui soit compétitive. C'est des sujets compliqués sur lesquels on travaille. Pour les grandes entreprises comme pour les PME, je pense à la plateforme impact.gouv par exemple. Donc il y a la question des moyens financiers pour reconnaître que
n'y aura pas de transition écologique si on ne l'intègre pas dans un système socio-économique, en gros. Là aussi, c'est se dire la vérité. Il y a un vrai sujet réglementaire qui nous consomme beaucoup de temps. Il nous faut définir des normes et des règles et en gros, résoudre la quadrature du cercle entre avoir des normes et des règles qui nous permettent d'éviter le greenwashing, avoir des normes et des règles, d'un autre côté, qui soient suffisamment souples pour qu'elles puissent être massifiables et qu'on puisse arrêter de faire du papier et faire les choses en vrai. Il nous faut par ailleurs des règles qui soient suffisamment stables pour offrir une visibilité dans le temps et des règles qui soient en même temps suffisamment humbles pour reconnaître qu'on a beaucoup d'incertitudes, que parfois les règles changent, que parfois on comprend mieux les phénomènes et que du coup il faut comprendre qu'on s'est trompé, que les règles sont parfois mauvaises et qu'il faut les changer. Et donc gérer ces 4 objectifs en même temps, c'est pas toujours simple. Et en particulier, j'ai envie de dire pour l'industrie, je prends 2 exemples, la question de la biomasse. Qu'est-ce que c'est qu'une biomasse vraiment décarbonante? Il ne faut pas décarboner ici pour déforester là-bas. Donc là aussi, il y a des règles RED 3, RDUE qui sont importantes et qui en même temps peuvent prendre le risque parfois de contre-vérité ou de gripper le système. Je veux l'exemple du CCS aussi, avec les débats infinis sur le bon et le mauvais CO2. Qu'est-ce qu'un CO2, qu'est-ce qu'un bon CO2 biogénique, sur la bonne ou la mauvaise électricité bas carbone. Voilà, et vous suivrez mon regard. Le dernier aspect des moyens, on pourrait réfléchir sur la question des infrastructures qui nous occupe pas mal, avec l'idée de le planifier quelque part, c'est aussi nous offrir d'autres infrastructures régulées, collectives, qui permettent d'éviter les prises d'otages et de massifier des sujets comme le stockage de CO2 par exemple, ou la question de l'hydrogène. Je terminerai enfin sur se dire la vérité sur les limites. Et c'est toute la question des bouclages. Donc un des grands rôles de la planif, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de l'avoir en transministère, de l'avoir rattaché à Matignon, c'est d'essayer d'avoir une vision la plus transversale, la plus systémique, la plus froide, parfois la plus techno, je le reconnais, possible, pour se dire la vérité aussi sur les limites. Les limites sur les bouclages électricité, les bouclages ressources, les bouclages matières, et puis les bouclages emploi. L'électricité, je passe vite, on sait qu'on est tendu, qu'on sera tendu en 2030 et 2035. La feuille de route, elle est claire sur les ENR, sur le nucléaire, il va pas falloir... voilà, il faut délivrer ça. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de marge et que même des petits objectifs de gain de consommation énergétique, même dans des sujets très lointains, ou des sujets qui peuvent être considérés comme pas prioritaires, la sobriété dans les bâtiments, le tertiaire, etc. En fait, on a besoin de toutes ces sources-là, à commencer bien sûr par l'industrie, pour passer notre bouclage électrique en 2035. Donc il n'y a pas de 80-20 malheureusement sur ce sujet. Bouclage matière, je m'arrête un instant sur le chiffre de la question de la biomasse qui nous a beaucoup occupé. Beaucoup occupé parce qu'on ne dispose pas encore d'un diagnostic à la RTE, si vous me permettez l'expression, où globalement l'ensemble des parties prenantes comprennent les trajectoires de consommation et de production d'électricité, savent ce que c'est que la pointe, savent ce que c'est que la base, etc. Et on arrive à avoir un dialogue commun. On n'est pas toujours d'accord sur la part à donner au nucléaire ou au ENR, mais on a quand même un dialogue et je dirais un vernaculaire commun. La biomasse, ce n'est pas du tout le cas, parce que la biomasse, c'est plein de matières différentes, c'est de la primaire, c'est du secondaire, c'est tout un tas de déchets, c'est du agricole, c'est du forestier, etc. Et donc, il faut mettre beaucoup de parties prenantes, mettre beaucoup d'unités sur la table, beaucoup de facteurs de conversion, et c'est difficile de construire ce diagnostic commun. Par ailleurs, la biomasse, elle doit comment dire, se regarder d'un point de vue territorial et moins à l'échelle nationale. On a néanmoins essayé de poser ce diagnostic-là. Le résultat n'est pas fameux, puisque globalement, ça ne passe pas aujourd'hui en biomasse en 2030. Et donc, il faut qu'on mette en place une gouvernance qui nous permette, bien sûr, lorsque c'est possible, de produire plus de biomasse. Mais enfin, la production de biomasse, elle est contrainte par la surface, essentiellement, à l'ordre 1. Ensuite, de discuter de quelle est la biomasse qu'on accepte d'importer ou pas. Et puis enfin, de quels sont les usages, comment résoudre les conflits d'usage et quelles sont nos priorités en termes d'allocation de cette biomasse entre tel et tel secteur économique, entre le puits de carbone, entre les biomatériaux, des bioénergies, etc. D'où voilà, c'est un des chantiers de la planification écologique, d'arriver ensemble à se dire, dans l'intérêt général, voilà l'ordre des priorités de la biomasse. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Donc, le rôle, la manière dont on voit la planif, se dire la vérité sur les cibles, les moyens et les leviers, c'est, de notre point de vue, la seule manière d'y arriver. Ça a beaucoup d'inconvénients, c'est long, c'est frustrant, c'est techno, et néanmoins, c'est une manière, encore une fois, d'être concret et d'avoir des résultats. En tout cas, on se réjouit de continuer à faire ce travail-là avec vous. Et vous êtes, encore une fois, essentiel dans ce travail-là. Et donc, on se réjouit de travailler avec la chimie et d'autres secteurs industriels. Mesdames et messieurs, bonne journée, bonne matinée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Frédéric Jobert.